Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. En mon nom personnel, ainsi qu'au nom du producteur de l'émission et de l'ensemble de l'équipe ici à Washington, nous vous adressons nos sincères félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Nous aborderons cette semaine les axes suivants: les grands détroits et canaux internationaux dans la géopolitique des mers et océans, un système sous haute tension, du détroit de Bab el-Mandeb au canal de Panama en passant par le canal de Suez, le détroit de Gibraltar et la position stratégique du Maroc dans le commerce international, et enfin la guerre en Ukraine, où en sont les négociations de paix. Aujourd'hui, nous mettons en exergue l'un des enjeux les plus cruciaux qui façonnent les dynamiques du monde contemporain, la lutte pour le contrôle des voies maritimes stratégiques dans un contexte de rivalité économique et de tensions géopolitiques accrues, revêt une importance aussi capitale que la maîtrise des ressources naturelles ou la domination technologique. Du détroit de Bab el-Mandeb au canal de Suez, en passant par le canal de Panama, ces passages étroits constituent des axes vitaux du commerce international par lesquels transitent quotidiennement des milliards de dollars de marchandises, faisant de leur contrôle un levier déterminant dans l'équilibre des puissances mondiales. Toute entité exerçant une influence sur ces points névralgiques détient une capacité considérable à impacter la chaîne d'approvisionnement mondiale. Dans ce cadre, l'importance croissante du détroit de Gibraltar ne saurait être négligée. Situé à la croisée des chemins entre l'Europe et l'Afrique, le Maroc s'affirme désormais comme un acteur incontournable de la sécurité mondiale, bénéficiant d'une position stratégique entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Cependant, au-delà des considérations économiques et géostratégiques, il convient d'élargir l'analyse aux bouleversements mondiaux actuels. La guerre entre la Russie et l'Ukraine continue de peser lourdement sur les marchés internationaux, tandis que les tentatives de résolution pacifique peinent à aboutir. Ces répercussions affectent profondément les flux énergétiques, la sécurité alimentaire et les alliances internationales. Dans ce contexte hautement instable, les voies maritimes ne se limitent plus à leur fonction commerciale, elles deviennent des théâtres d'affrontements où se jouent des rivalités d'influence et des luttes de pouvoir, redéfinissant les enjeux stratégiques du XXIe siècle. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois invités. Nous accueillons tout d'abord son Excellence, l'ambassadeur David Mack. Il est chercheur non résident à l'Atlantic Council, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires du Proche-Orient et ambassadeur des États-Unis aux Émirats arabes unis de 1986 à 1989. Nous avons également le plaisir d'être rejoints par William Lawrence, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université américaine de Washington, ancien diplomate et directeur de programmes internationaux. Son parcours l'a conduit à exercer dans plusieurs pays du Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sahel, et à enseigner dans des universités américaines et marocaines. Enfin, fidèle au rendez-vous, notre chroniqueur George Landrit, président de Frontiers of Freedom Institute, un groupe de réflexion conservateur fondé par le regretté sénateur américain Malcolm Wallop. Bienvenue à tous. Alors avant d'entamer notre discussion, écoutons la correspondance de notre collègue Shorouk Diab. Nous vous écoutons, Shorouk. Hello, Shorouk. Bonjour Marc. Le commerce international repose en grande partie sur les détroits et les canaux maritimes qui constituent des axes stratégiques complétant le réseau des routes maritimes mondiales. La souveraineté exercée sur tout ou partie de ces passages est souvent à l'origine de tensions et de conflits internationaux dont leur contrôle revêt une importance géopolitique et économique majeure. Les détroits sont des passages naturels reliant deux étendues terrestres et assurent
assurant la liaison entre deux mers ou entre un océan et une mer. À l'inverse, les canaux sont des voies artificielles aménagées pour faciliter la navigation et le commerce. Parmi les détroits les plus stratégiques figure le détroit d'Ormuz, reliant le golfe Persique au golfe d'Oman, constitue un passage crucial pour l'exportation du pétrole en provenance du Moyen-Orient. Le détroit de Bab el-Mandeb, reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, marque l'entrée sud du canal de Suez. Le détroit de Malacca, reliant l'océan Indien à la mer de Chine méridionale, est l'un des passages maritimes les plus empruntés au monde. Le détroit de Gibraltar, séparant le Maroc de l'Espagne, relie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Le détroit du Bosphore, traversant Istanbul, relie la mer Noire à la mer de Marmara, tandis que les Dardanelles assurent la liaison entre cette dernière et la mer Égée à l'ouest de la Turquie. Le détroit du Pas-de-Calais, séparant l'Angleterre de la France, constitue la section la plus étroite de la Manche. Le détroit de Luçon, entre les Philippines et Taïwan, est un corridor majeur pour la navigation entre l'océan Pacifique et la mer de Chine. Le détroit de Torres, séparant l'Australie de la Nouvelle-Guinée, assure la liaison entre la mer de Corail et la mer d'Arafura. Les détroits danois, comprenant le Grand Belt et l'Øresund, relient la mer Baltique à la mer du Nord. Quant aux canaux maritimes, ils jouent un rôle clé dans l'optimisation des trajets commerciaux. Le canal de Suez, en Égypte, relie la mer Méditerranée à la mer Rouge et demeure l'une des voies de transit les plus stratégiques au monde. Le canal de Panama, en Amérique centrale, relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, réduisant considérablement la durée des traversées entre les côtes est et ouest des Amériques. Le canal de Kiel, en Allemagne, facilite la navigation européenne en reliant la mer Baltique à la mer du Nord. Le canal de Corinthe, en Grèce, relie le golfe Saronique au golfe de Corinthe, bien que son étroitesse limite son utilisation. Le canal du Saint-Laurent au Canada relie l'océan Atlantique au Grand Lac, facilitant le commerce en Amérique du Nord. Ces détroits et canaux, véritables artères du commerce mondial, jouent un rôle fondamental dans les échanges internationaux et dans l'équilibre des puissances économiques et géopolitiques. Revenons vers vous, Marc. Merci, Shorok. Nous entamons notre discussion avec George Landuit. George, abordons tout d'abord la crise actuelle. Situé entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, le canal de Panama occupe une position stratégique sur notre continent. Alors, dans quelle mesure cette crise influe-t-elle sur la dynamique plus large du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine? C'est une question essentielle, d'autant qu'il y a quelques années encore, peu de liens étaient établis entre le canal de Panama et la Chine. Aujourd'hui, cependant, la donne a radicalement changé. La Chine y exerce une influence croissante à travers une série d'accords et de contrats inscrits dans le cadre de son initiative La ceinture et la route. Il est crucial de comprendre que Pékin ne cherche pas tant à favoriser le développement mondial qu'à instrumentaliser sa puissance économique et sa politique commerciale à des fins de domination stratégique. L'essor de son influence au canal de Panama s'inscrit pleinement dans cette logique. Lorsque les États-Unis ont transféré la gestion du canal au Panama, il était implicitement admis qu'il ne tomberait pas sous le contrôle de puissances hostiles à Washington. The understanding was that it was going to not become, something to be in the hands of Or, aujourd'hui, la Chine représente un adversaire stratégique de premier plan et exerce une influence réelle sur cette infrastructure essentielle. L'initiative La ceinture et la route illustre parfaitement les ambitions chinoises, tandis que le canal de Panama demeure un maillon vital du commerce mondial, en particulier pour le continent américain et les États-Unis. Ces derniers ne disposent pas d'une voie navigable intérieure, reliant directement leurs côtes est et ouest. La plupart des cours d'eau américains s'écoulant du nord au sud, le transport terrestre des marchandises demeure coûteux. Cette contrainte rend la dépendance au canal de Panama incontournable pour les échanges entre les deux façades maritimes du pays. La présence croissante de la Chine dans cette région ne fait qu'exacerber ces défis stratégiques. Merci Georges. Passons à présent à une autre région stratégique du globe avec son Excellence, l'ambassadeur David Mack.
À la lumière des récentes attaques survenues en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, dans quelle mesure les grandes voies de navigation telles que le canal de Suez sont-elles vulnérables à ces menaces? Des mesures adéquates sont-elles mises en place pour en atténuer les risques? Nous avons notamment observé sous l'administration Trump des frappes militaires visant les Houthis au Yémen. Alors de telles actions sont-elles suffisantes pour garantir la sécurité de ces corridors maritimes essentiels? Bon, certaines erreurs ont certes été commises, mais il est indéniable que le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge constituent un axe stratégique majeur pour le commerce entre l'Est et l'Ouest. Il est vrai que ce trafic peut être dévié, obligeant les navires à contourner le cap de Bonne-Espérance et l'ensemble du continent africain. Cependant, une telle alternative entraîne une augmentation considérable des coûts de transport des marchandises. Par ailleurs, pour nos partenaires arabes de la péninsule arabique, et en particulier pour l'Égypte, le corridor commercial reliant la mer Rouge au canal de Suez représente une source essentielle de revenus nationaux. Sa sécurisation est donc une priorité non seulement pour la stabilité de l'Égypte, mais également pour la préservation de ses intérêts économiques. Deux aspects méritent une attention particulière. Si les débats se concentrent souvent sur les opérations militaires américaines visant à protéger la navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, il ne faut pas sous-estimer l'importance des efforts diplomatiques et politiques. En effet, une solution durable ne saurait reposer uniquement sur une approche militaire. Je vous remercie, ambassadeur Mack. William Lawrence, l'un des principaux instruments de politique économique privilégiés par le président Trump est l'imposition de tarifs douaniers. Alors, quelles sont les répercussions économiques à l'échelle mondiale de l'application de droits de douane sur les navires et les grues d'origine chinoise entrant dans les ports américains? Et dans quelle mesure une telle politique influe-t-elle sur le commerce international? Les principaux effets néfastes des tarifs douaniers sont l'aggravation de l'inflation et la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Certes, la Chine adopte certaines pratiques discutables, et je ne les minimise pas, mais ils ne constituent pas la cause première du problème. Le véritable facteur déterminant réside dans le retrait progressif des États-Unis, au cours des 70 dernières années, de leur rôle prépondérant dans la navigation commerciale mondiale. Cette perte d'influence a considérablement affaibli la marine marchande américaine, ouvrant ainsi la voie à la domination chinoise sur la plupart des routes maritimes internationales, bien au-delà du canal de Panama à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la Chine contrôle une grande partie de la construction navale destinée au Moyen-Orient et aux autres régions du monde, un secteur que les États-Unis ont progressivement abandonné, laissant à Pékin l'opportunité d'y asseoir son hégémonie. Or, en relations internationales, il ne s'agit pas de pénaliser un acteur simplement parce qu'il a exploité intelligemment les dynamiques économiques. Il est possible de négocier des accords à court terme, mais ceci ne saurait résoudre le problème de fond. Les États-Unis ont délégué une part considérable du commerce et du développement international à la Chine, lui laissant le champ libre pour imposer son initiative des nouvelles routes de la soie. Dès lors, au lieu de se limiter aux mesures actuelles, Washington doit repenser sa stratégie en réinvestissant massivement dans la construction navale et en renforçant sa présence dans ces secteurs stratégiques à l'échelle mondiale. Seule une flotte marchande américaine compétitive permettra aux États-Unis de rivaliser efficacement et d'étendre leur influence. Les tarifs douaniers ne semblent pas constituer une réponse suffisante. Il apparaît que le président Trump cherche également à redonner au secteur du transport maritime toute son importance stratégique. George Landrit, quelles pourraient être les répercussions économiques et logistiques des tensions dans le détroit de Bab el-Mandeb? Dans quelle mesure ces tensions sont-elles susceptibles d'affecter la navigation et le flux du commerce mondial? Well, I think when you understand, for the average
Le grand public n'a peut-être pas une connaissance approfondie de la géographie, mais vous soulevez un point crucial. La mer Rouge, le golfe d'Aden et le canal de Suez forment un ensemble stratégique interconnecté. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'environ 6 millions de barils de pétrole et de produits dérivés transitent quotidiennement par cette région. Cette réalité a un impact direct sur l'inflation, car toute hausse des prix de l'énergie se répercute sur l'ensemble de l'économie, influençant le coût des vêtements, des produits agricoles et bien d'autres secteurs. L'énergie ne se limite pas à un simple carburant, elle est essentielle au transport, à la production et à la distribution des biens. Toute perturbation de ces routes maritimes engendrerait ainsi de profondes difficultés au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales. Bien que le contournement du cap de Bonne-Espérance reste une alternative, il représente une solution économiquement non viable en raison des surcoûts qu'il entraîne. And that would create more supply chain problems and things like that. So these are important areas of the world, and just like the Panama Canal is important, this area Si le canal de Panama est une artère essentielle du commerce international, la région de la mer Rouge l'est tout autant, voire davantage, car elle impacte directement l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et une grande partie du commerce mondial. Toute entrave à ces routes maritimes constituerait donc une erreur aux conséquences majeures. Ces enjeux sont d'une ampleur considérable. L'ambassadeur David Mack s'en est d'ailleurs félicité, mais comment évaluez-vous les initiatives militaires actuellement déployées par les États-Unis? Nombre d'entre elles s'inscrivent dans la stratégie de l'administration Trump visant à accroître la pression sur le régime iranien, notamment par des frappes ciblées ou par le renforcement des défenses israéliennes, dans le but de stabiliser la région de Bab el-Mandeb et de ses environs. Les actions menées jusqu'à présent sont-elles suffisantes? Si vous étiez conseiller de cette administration, quelles seraient vos recommandations pour renforcer la sécurité dans cette zone? Je suis d'avis que les États-Unis assurent une protection militaire adéquate à la navigation maritime en mer Rouge. Toutefois, il est essentiel de souligner que nos relations avec nos partenaires arabes constituent l'élément central de notre influence dans cette région. Actuellement, l'Iran et Israël alimentent un climat de tension et de propagande autour de la situation au Yémen et des réactions des Houthis dans le contexte du conflit à Gaza. Cependant, d'un point de vue stratégique, si les États-Unis entretenaient des relations plus étroites avec la Ligue arabe, il serait possible de mettre en place une diplomatie plus efficace. Celle-ci renforcerait non seulement la présence militaire américaine, mais lui conférerait également une influence réelle et durable dans la région. Excellence, permettez-moi de vous demander, observe-t-on actuellement des tensions entre les États-Unis et certains de leurs partenaires arabes dans cette région? Les enjeux sécuritaires sont complexes dans cette région du Yémen et de la Somalie. Les États-Unis disposent d'une base militaire active à Djibouti. Alors comment renforcer la stabilité et la coopération dans cette région? Bon, malgré les fluctuations de l'activité militaire américaine dans la région, les échanges commerciaux entre les États-Unis et les pays de cette zone connaissent une croissance soutenue. Nous avons également été témoins de visites significatives à Washington de la part des dirigeants des Émirats arabes unis, par exemple. Bien qu'on pourrait penser qu'ils aient peu de levier d'influence concernant la mer Rouge, en réalité, ils peuvent jouer un rôle clé dans le soutien à la diplomatie américaine dans cette région stratégique. Passons à présent à un article récemment publié dans le New York Times intitulé « Qui investira ? Les attaques de la Chine contre l'accord sur le canal de Panama suscitent des inquiétudes à Hong Kong ». Nous allons maintenant examiner de près cet article.
Sous le titre « Qui investira les attaques de la Chine contre l'accord sur le canal de Panama suscite des inquiétudes à Hong Kong ». Le New York Times a publié un article analytique traitant de la guerre économique entre l'administration Trump et la Chine. L'article rapporte que des figures de proue de Hong Kong, notamment des financiers et des chefs d'entreprise, ont exprimé des préoccupations concernant l'ingérence potentielle de Hong Kong dans l'accord portuaire entre CECA. Hutchison et le groupe américain BlackRock soulignant que cette situation pourrait désormais menacer cette séparation. Les avocats experts juridiques estiment que les autorités de Hong Kong ou de Pékin seraient réticentes à rompre l'accord et ils demeurent incertains de ce qu'elles peuvent réellement faire. Le journal poursuit en citant le Ta Kung Pao, un organe de presse proche du gouvernement chinois qui qualifie l'accord entre CK Hutchison et BlackRock d'injuste et en contradiction avec les intérêts nationaux, tout en soulevant des préoccupations de sécurité nationale. فيما صرح جون لي الزعيم الأعلى لهونغ كونغ بأن الصفقة تتطلب اهتماما جادا ثم تضيف الصحيفة يتعلق قلق قادة الأعمال. John Lee, le chef de l'exécutif de Hong Kong, a indiqué que l'accord nécessitait une attention particulière. L'article souligne également la préoccupation des chefs d'entreprise concernant la question fondamentale de savoir si les entreprises de Hong Kong doivent être libres de prendre leurs propres décisions commerciales ou si elles doivent aligner leur action sur les intérêts nationaux de la Chine, comme c'est le cas pour les entreprises opérant sur le continent. Le New York Times conclut son analyse en affirmant pour Pékin et ses partisans, l'administration Trump a déjà politisé les transactions commerciales, découragé les investissements et imposé les tarifs douaniers au nom du peuple américain. D'autres observateurs estiment que la condamnation par la Chine de CK Hutchison pour ne pas avoir agi dans l'intérêt national de la Chine confirme l'argument de Trump selon lequel l'entreprise est sous contrôle chinois. Lester Ross, directeur du bureau de Pékin du cabinet d'avocats Wilmer Hale, a corroboré cette analyse, soulignant que la réaction de la Chine à cet accord reconnaît implicitement le point de vue de l'administration Trump, sans lequel le contrôle des ports stratégiques et non seulement du canal de Panama représente une menace pour la sécurité des États-Unis. Un article du New York Times, comme toujours, très intéressant. Alors, tournons-nous à présent vers vous, Dr. William Lawrence, et abordons la question du Maroc. Ce pays se trouve à un carrefour maritime stratégique entre l'Espagne et le Royaume-Uni, dominé par le détroit de Gibraltar, qui est l'une des routes maritimes les plus empruntées au monde. Alors, dans un contexte de tensions croissantes en Méditerranée, comment le Maroc pourrait-il tirer parti de sa position stratégique pour jouer un rôle de médiateur diplomatique dans la région, notamment face à la menace qui pèse sur la navigation à proximité du canal de Suez? Cette question revêt de multiples dimensions. Le Maroc occupe une place stratégique majeure sur la scène internationale, non seulement en raison de sa position géographique, mais aussi de sa capacité à exercer une influence auprès de l'Europe, de l'OTAN, des États-Unis et d'autres acteurs internationaux. Il a joué un rôle clé déjà dans la médiation en Libye et a apporté un soutien significatif dans la région du Sahel. Le Maroc a ainsi démontré sa capacité à intervenir dans des dossiers diplomatiques sensibles et il pourrait encore renforcer cette posture. Plus il assumera ses responsabilités, plus son rôle s'affirmera. Il convient d'être lucide. Si une paix durable entre les Arabes et les Israéliens était rapidement obtenue, le commerce transitant par le canal de Suez connaîtrait un essor dont le Maroc tirerait profit, consolidant ainsi son importance stratégique. Le Maroc souhaite manifestement jouer ce rôle et s'y emploie déjà en tant que l'un des 4 pays arabes ayant normalisé leurs relations avec Israël aux côtés de l'Égypte et de la Jordanie. Il dispose d'un positionnement diplomatique unique, lui permettant d'intervenir de manière constructive dans la résolution des tensions au Moyen-Orient, avec des répercussions positives sur ses intérêts économiques. Par ailleurs, le Maroc est partie prenante de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie et entretient des relations de plus
plus en plus étroite avec Pékin et d'autres acteurs régionaux. Parallèlement, il a renforcé son partenariat stratégique avec les États-Unis. Cette double orientation diplomatique lui confère un rôle clé, que ce soit pour transmettre des messages, décrypter des positions, ou contribuer à combler le fossé entre les grandes puissances et les parties prenantes du conflit, dans une optique de paix et de sécurité régionale. J'ai eu l'occasion de visiter le Maroc et de me rendre dans la ville du Détroit, de visiter le port de Tanger Med. Alors à votre avis, quel rôle le Détroit de Gibraltar joue-t-il dans la dynamique mondiale plus large, visant à contrôler et à sécuriser l'accès aux voies maritimes stratégiques? Les relations entre le Maroc et les États-Unis figurent parmi les plus anciennes que ces derniers entretiennent avec le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, s'étendant sur près de 250 ans. Il s'agit selon moi de la deuxième relation la plus significative après celle unissant les États-Unis à la France. Le sultan du Maroc a été à l'initiative de la signature d'un accord établissant des relations officielles avec les États-Unis, ouvrant ainsi la voie à l'installation de la première mission diplomatique américaine à Tanger. Cela illustre l'importance qu'accordaient les États-Unis, après leur indépendance, à nouer des liens non seulement avec les puissances européennes, mais également avec le Maroc, acteur stratégique dans cette région. George Landrith, le président Trump, a évoqué la nécessité de reprendre le contrôle du canal de Panama, affirmant qu'il avait été cédé, selon lui, pour une somme symbolique sous la présidence de Jimmy Carter. Si cette déclaration peut sembler relever de la simple rhétorique politique, elle prend une toute autre dimension dans le contexte des tensions croissantes avec la Chine. Selon vous, quelle est l'importance de cette question d'un point de vue géoéconomique global ? Le canal de Panama a toujours représenté un point de passage stratégique essentiel pour le commerce mondial. L'accroissement de l'influence chinoise dans cette région soulève des préoccupations, notamment si cette présence venait à être exploitée au détriment des intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis. Qu'on vient de rappeler qu'au moment de la rétrocession du canal au Panama, un engagement avait été pris afin que son exploitation ne porte pas atteinte aux intérêts américains, bien que la Chine ne soit pas explicitement mentionnée dans l'accord. Dès lors, il apparaît incohérent qu'un corridor d'une telle importance ait été cédé pour une somme symbolique, tout en risquant d'être utilisé à des fins contraires aux intérêts de ceux qui en ont initialement assuré le développement. Oui, c'est le moment de faire une courte pause. Alors, restez bien avec nous, nous revenons dans quelques instants. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine a des conséquences bien au-delà des champs de bataille. L'un des secteurs les plus impactés est celui du transport maritime et des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'Ukraine, en tant que fournisseur majeur de céréales, de pétrole et de matières premières, voit ses ports perturbés, tandis que les tensions en mer Noire génèrent des ondes de choc dans le commerce international. Cette guerre a contraint de nombreuses compagnies maritimes à rediriger leurs navires, elle a fait grimper les prix du carburant et a ajouté de nouvelles incertitudes à des chaînes d'approvisionnement déjà fragiles, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur l'économie mondiale. Ce conflit n'est plus seulement une crise régionale, mais un bouleversement mondial majeur. Avant de poursuivre notre discussion, nous vous invitons à suivre un rapport de notre collègue Jian Mansour sur l'évolution de la situation en Ukraine et les efforts de l'administration Trump pour mettre fin à ce conflit. Le monde entier suit de près les efforts continus de l'administration du président Donald Trump pour parvenir à une résolution pacifique du conflit russo-ukrainien alors que celui-ci approche de son terme. Dans un contexte marqué par une escalade militaire récurrente et des tensions géopolitiques sans précédent depuis la fin de la guerre froide, l'administration américaine cherche à réaffirmer son rôle de médiateur en faveur de l'apaisement et d'une solution durable.
Le 18 mars, le président Trump s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Il a qualifié cet échange de très bon et fructueux, affirmant avoir perçu une volonté initiale du Kremlin d'atténuer les tensions et d'ouvrir la voie à des négociations. Selon des sources russes, un accord a été conclu pour une cessation immédiate des attaques contre les infrastructures civiles et les installations stratégiques en Russie et en Ukraine afin d'alléger la pression humanitaire et de créer un climat propice au dialogue. Par ailleurs, le président Trump a annoncé la signature imminente d'un accord stratégique avec l'Ukraine portant sur le développement de projets liés aux minéraux de terres rares, des ressources essentielles pour les industries de haute technologie, l'énergie et la défense. Si Kiev est resté discret sur cette initiative, des sources proches du président Volodymyr Zelensky ont suggéré une ouverture prudente à toute proposition de paix qui respecterait la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Au regard de ces évolutions, de l'intensification des échanges diplomatiques et des initiatives en cours, une question essentielle demeure. L'administration Trump parviendra-t-elle à dépasser le stade des déclarations apaisantes pour engager de véritables négociations aboutissant à un accord de paix durable, ou bien le conflit restera-t-il tributaire des dynamiques fluctuantes sur le terrain et des décisions imprévisibles des deux parties? La réponse à cette interrogation devrait se préciser dans les semaines à venir. Jihan Mansour, Média TV, depuis la Maison-Blanche, Washington. Merci à vous, Jehan. Docteur Lawrence, permettez-moi de commencer par vous. Dans le contexte d'une escalade persistante du conflit, quelles sont selon vous les perspectives d'un cessez-le-feu permanent entre la Russie et l'Ukraine? C'est une éventualité, bien que peu probable, car la Russie ne recherche pas un cessez-le-feu permanent. Depuis 2008, elle ambitionne de reconstruire son influence sur le modèle soviétique, adoptant une stratégie à long terme pour tester la détermination de l'Occident. Il existe une réelle possibilité d'un cessez-le-feu, mais les négociations de paix ne semblent pas faiblir à ce stade. Au contraire, nous sommes aujourd'hui plus proches que jamais d'un règlement pacifique. Cependant, le principal obstacle réside toujours dans les détails. La Russie pourrait être contrainte de faire d'importantes concessions, notamment territoriales. Un cessez-le-feu prolongé reste envisageable, mais si l'Ukraine est poussée à céder une partie de son territoire, comme certains indices le suggèrent, alors que la Russie ne concède rien, la situation deviendrait asymétrique, notamment en raison des liens particuliers entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Dans ce contexte, un cessez-le-feu temporaire semble plus probable, tout comme des tentatives pour le rompre. Par ailleurs, l'implication militaire croissante de l'Europe pourrait compliquer davantage les chances d'une trêve durable. Mon espoir est d'aboutir à un cessez-le-feu similaire à ceux instaurés au Liban ou à Gaza à plusieurs reprises. Toutefois, la question essentielle demeure la durée de cette trêve. Les propositions actuelles ne portent pas sur un cessez-le-feu à long terme, mais sur des arrangements temporaires. Il est donc crucial de réfléchir aux conditions qui pourraient permettre l'instauration d'une paix véritablement durable. They're only about the short game, and I think we need to spend more time thinking about what makes a permanent peace work. Ambassadeur Mack, lors de sa campagne électorale, le président Trump avait affirmé qu'il pourrait mettre fin à cette guerre en 1 heure ou en un après-midi. Or, la réalité démontre que la diplomatie est bien plus complexe qu'il n'y paraît dans les discours de campagne. Il a engagé des discussions avec Vladimir Poutine et a également tenu une réunion tendue avec le président ukrainien à la Maison-Blanche. Dans ce contexte, comment évaluez-vous l'état actuel des négociations? Quelles sont les dynamiques en jeu et quelles pourraient être les répercussions des divergences de position entre les deux parties? Je considère que le conflit entre l'Ukraine et la Russie
reflète avant tout les échecs de la diplomatie américaine et européenne, mais que l'avidité de Moscou et de sa volonté de restaurer son statut de surpuissance mondiale. Dans cette crise, les principaux bénéficiaires ont été des acteurs comme l'Iran et la Chine. Un point particulièrement intéressant réside dans la prise de conscience, notamment dans le monde arabe, de ces échecs diplomatiques. Constatant l'inefficacité des démarches américaines et européennes, certains pays arabes ont choisi d'intervenir activement dans le processus. L'exemple le plus marquant est le rôle du Royaume d'Arabie saoudite, qui a accueilli des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Et ce, malgré l'absence d'un intérêt direct dans le conflit. Cela illustre non seulement l'échec des États-Unis et des puissances européennes, pourtant directement concernées, mais aussi celui de la Turquie, pourtant membre de l'OTAN dans sa tentative de médiation. William Lawrence, si ces efforts portent leurs fruits dans les mois ou l'année à venir, est-il réaliste d'envisager un retour à la normalité des chaînes d'approvisionnement? Par ailleurs, en tenant compte de la croissance continue de la Chine et de sa puissance économique, comment cela pourrait-il impacter l'avenir du commerce mondial, notamment face aux nouveaux catalyseurs, comme l'a souligné l'ambassadeur Mack? Le principal facteur de perturbation des chaînes commerciales actuelles n'est pas exclusivement la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bien que ce conflit constitue l'un des nombreux éléments affectant le commerce mondial, il n'en est qu'un parmi d'autres, à l'instar des tensions liées aux Houthis, que nous avons évoquées aujourd'hui. Toutefois, il me semble que nous faisons fausse route en focalisant l'analyse sur ces aspects sans considérer pleinement la Chine et ses intérêts. Sur la scène internationale, la Chine adopte une posture comparable à celle de la Russie, que ce soit en ce qui concerne Hong Kong et Taïwan, la mer de Chine méridionale, ou encore ses relations avec la communauté ouïghoure. Elle poursuit une stratégie d'hégémonie, de contrôle et d'expansion de son influence dans la région et au-delà. Traditionnellement, la Chine a su tirer parti du système international en jouant le rôle d'un passager clandestin, dans un cadre favorisant le libre-échange et la concurrence commerciale. Elle a ainsi prospéré en s'adoptant à un ordre mondial qui n'avait pas été conçu pour elle, mais dont elle a su exploiter les mécanismes pour s'imposer dans la production et la distribution de biens à l'échelle globale. On pourrait distinguer une bonne et une mauvaise Chine. D'une part, elle a fait preuve d'intelligence stratégique en retirant ses investissements de certains pays africains lorsque leur rentabilité s'avérait incertaine. D'autre part, elle a consolidé ses relations internationales en respectant dans plusieurs cas les cadres juridiques en vigueur. Le véritable enjeu ne réside donc pas dans le commerce international chinois en tant que tel, mais plutôt dans le fait que la Chine excelle au sein d'un système où d'autres acteurs peinent à rivaliser. Face à cette dynamique, il devient impératif d'établir une alliance commerciale maritime capable de rééquilibrer les échanges et d'encourager une concurrence plus équitable, afin que l'ensemble des nations puissent bénéficier des opportunités offertes par le commerce mondial. Il semble que nous ayons trouvé un point d'accord entre William Lawrence et le président Trump, ce qui est pour le moins inhabituel. Alors poursuivons maintenant avec George Landwitz. L'une des promesses de campagne de Donald Trump était de mettre un terme à ce qu'il qualifie de guerre sans fin en Ukraine et à Gaza. De son côté, Joe Biden a mis fin à la guerre en Afghanistan, une décision qui n'a pas pleinement satisfait son prédécesseur. Malgré la nomination d'envoyés spéciaux tels que Stephen Witkoff pour le Moyen-Orient et Keith Kellogg pour l'Ukraine, les conflits persistent. Alors à votre avis, quelles sont les raisons pourquoi ces guerres se poursuivent-elles malgré les efforts diplomatiques engagés? Well, I think first of all, the bottom line is I'm not sure the 24-hour timeline was ever very realistic. I think it was kind of more a
Fixer un délai de 24 heures pour mettre fin à la guerre était sans doute irréaliste dès le départ, se réduisant davantage à un slogan électoral qu'à une proposition pragmatique. Cependant, en analysant le bilan de la politique étrangère de Trump, il est clair qu'il a privilégié des approches telles que la dissuasion ferme, la pression économique et la rédaction d'accords non conventionnels pour parvenir à la paix sans s'engager dans de longues guerres. C'est ce que souhaite la majorité des Américains, mais ce type de résultat ne peut être obtenu en un claquement de doigts. Il n'existe pas de solution diplomatique immédiate capable de résoudre un conflit aussi complexe. Le véritable obstacle réside dans le fait que la Russie, loin d'être prête à mettre fin au conflit, semble au contraire déterminée à s'étendre dans d'autres régions de l'Europe de l'Est. Poutine, en menaçant d'utiliser des armes nucléaires, démontre qu'il n'est pas un partenaire fiable dans les efforts de paix. Son ambition dépasse les principes justes et il ne changera de position que sous la contrainte. La communauté internationale doit donc envoyer un message clair à la Russie. Elle doit agir concrètement pour risquer la destruction totale de son économie. Très bien. Alors, abordons à présent la question européenne. Ambassadeur Mack, le vieux continent fait face à une guerre à ses portes, alors même que les États-Unis cherchent à réduire leur engagement dans la région. Certains estiment que ce retrait progressif de Washington pourrait profiter à la Chine. Partagez-vous cette analyse et comment envisagez-vous l'évolution de la diplomatie américaine à l'égard de l'Europe? Bon, permettez-moi de soutenir les propos de George concernant les ambitions et motivations du président Poutine. Je tiens également à souligner un point que George n'a pas abordé, à savoir l'importance de confronter Poutine de manière stratégique afin de promouvoir nos intérêts vitaux avec l'Europe occidentale, tant dans les domaines du commerce que de la sécurité. Il est vrai que la sécurité européenne relève avant tout des pays européens, mais en fin de compte, elle a des répercussions majeures sur les États-Unis. En effet, ce qui se joue actuellement en Ukraine pourrait s'étendre à d'autres régions de l'Europe de l'Est. Si nous laissons les Russes agir en toute impunité, cela aura inévitablement des conséquences cruciales pour les intérêts américains également. William Lawrence, en tant qu'ancien diplomate, si vous deviez occuper le rôle d'envoyé présidentiel, à l'instar de Keith Kellogg, comment aborderiez-vous le prochain cycle de négociations avec Poutine et Zelensky dans le but de parvenir à un accord de paix? L'une des erreurs commises par Trump réside dans sa tendance à utiliser sa réputation d'imprévisibilité à son avantage. Cependant, cette stratégie, lorsqu'elle est appliquée à des négociations, se révèle contre-productive. En déclarant ouvertement ses positions et en annonçant des actions telles que nous ferons ceci, nous ferons cela, ainsi qu'en manifestant parfois une préférence marquée pour ses propres intérêts par rapport à ceux de l'autre partie, il complique le processus de négociation. Ambassadeur Mack, fort de votre grande expérience dans la région, comment percevez-vous le rapprochement entre la Russie et l'Iran? Ce partenariat, qui peut sembler surprenant, semble s'articuler autour d'une stratégie commune, une stratégie qui vise à contrer l'influence occidentale. Vous avez raison, Marc. Je pense que l'administration Trump a manqué une occasion précieuse de réduire les tensions avec l'Iran et d'établir de nouvelles bases de coopération. Si l'on dépasse les antagonismes et les postures adoptées par les dirigeants iraniens ainsi que par le président Trump et son administration, il est possible d'identifier des intérêts communs qui pourraient servir de point d'ancrage à un rapprochement.
Toutefois, cela nécessiterait du président Trump un certain courage politique sur le plan intérieur afin de reconnaître la nécessité de renouer avec une forme de coopération qui s'était progressivement effacée. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'accord sur le nucléaire iranien, dont il s'était retiré de son premier mandat. Une dernière question, Dr. Lawrence, brève mais cruciale. Sur un plan purement hypothétique, que se passerait-il si la Russie, la Chine, l'Europe et l'Ukraine parvenaient à un accord dont l'objectif principal ne serait pas de favoriser l'une ou l'autre des parties, mais plutôt de limiter l'influence économique des États-Unis? Considérez-vous un tel scénario comme envisageable ou s'agit-il d'une hypothèse improbable? Cela reste une possibilité, bien que peu probable. Toutefois, afin de préserver son image, Donald Trump a prouvé sa capacité à rectifier sa trajectoire lorsqu'il estime nécessaire. À ses yeux, il a déjà commis 2 erreurs stratégiques majeures, mais il sait les corriger. S'il perçoit un consensus international défavorable à sa position, non seulement sur la question de l'Ukraine, mais également sur d'autres dossiers, il en prendra rapidement conscience et ajustera sa stratégie en conséquence. Je ne crains pas la formation d'une vaste coalition internationale opposée aux États-Unis, à l'exception de la question du soutien de Washington à Israël, un sujet que nous laisserons pour une autre discussion. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Depuis Washington. Nous vous invitons à continuer de nous suivre sur les plateformes de Médien TV. Un remerciement particulier à nos invités, son Excellence l'ambassadeur David Mack, le Dr William Lawrence, ainsi que notre chroniqueur George Landwitz. Merci également à mes collègues Jeanne Mansour et Shourouk Diab, ainsi qu'à toute l'équipe de production sous la direction du réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine et une fois encore, meilleurs vœux pour l'Aïd al-Fitr. Je vous dis à très bientôt.